Bonjour à toutes et à tous. Euh, il est 12h15 ou même 12h16. Merci de votre patience. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle InnoVibes. Je m'appelle Cédric Luisier, je suis responsable de la communication pour la fondation DIARC, organisatrice de ces InnoVibes sur le temps de midi. Donc, durant cette prochaine heure, nous allons parler d'intelligence artificielle, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques mots sur la fondation DIARC, donc, qui soutient depuis 2014 les entrepreneurs et l'innovation en Valais. Avec ses partenaires industriels et économiques, mais également académiques, elle a pour vision de poursuivre la construction de ce Valais qu'on aime tant, celui de la technologie et de l'innovation. Elle peut compter pour cela sur des sites technologiques qui sont aussi dans les principales villes du canton. Et surtout, elle peut compter sur des projets avec des entreprises et pour des entreprises, que ce soit des PME existantes ou des startups. L'innovation est bien entendu au cœur de l'action de la Fondation DIARC. Et pour la propager au mieux, nous avons créé en 2017 ces InnoVibes. En version présentielle, l'idée était de faire dialoguer au mieux les gens et propager le plus loin possible des thématiques liées à l'innovation. Le Covid nous a bien entendu forcé à nous rabattre sur du digital, mais ce n'est que partie remise pour vous retrouver en vrai. La particularité des InnoVibes, c'est vraiment que ce sont les participants, c'est-à-dire vous, qui êtes vraiment nombreux maintenant en ligne, qui décidez des thématiques ou des orateurs. Donc, la plateforme de vote est ouverte toute l'année sur www.innovibes.ch pour accueillir vos votes, mais aussi vos propositions. N'hésitez donc pas à utiliser cette plateforme. Et du coup, la thématique plébiscité depuis le début de l'année, avec pas mal de votes, c'est l'intelligence artificielle. Et pour traiter ce sujet qui semble vous tenir à cœur et le rendre le plus concret possible, nous avons invité deux orateurs qui en connaissent un rayon sur cette thématique. Le premier est Joël Dumoulin de l'Institut de recherche IDIAP à Martigny. Il s'agit d'un des instituts de référence au monde dans ce domaine. Et le second invité est Hugues Vincent Roy, directeur de la PME industrielle AISA à Vouvry. Comment ça va se passer? Donc, Joël se chargera de poser le contexte général de l'intelligence artificielle, à la suite de quoi je dialoguerai pour un peu plus de dynamisme avec Hugues Vincent Roy pour voir comment, en pratique, on peut implanter l'intelligence artificielle au sein de sa PME. On terminera bien entendu par des questions et réponses. Et pour rappel, donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions via l'outil Q&R que vous trouvez sur le logiciel Zoom. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et puis je me chargerai bien entendu de les transmettre aux orateurs du jour. Voilà pour cette brève introduction. Donc, encore merci de votre présence très nombreuse en ligne. On est à peu près une centaine à être connectés. Donc, sur le temps de midi, c'est vraiment top et ça montre l'intérêt pour cette thématique. Et ça met un petit peu de pression aussi à nos orateurs à qui je vais passer la parole, donc surtout à Joël, à qui je vais passer la parole maintenant. Donc, à tout à l'heure pour le dialogue avec Monsieur Roy. Parfait, merci Cédric pour cette introduction. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Joël Dumoulin, je suis responsable du transfert technologique à l'IDIAP, un institut de recherche qui a été créé il y a une trentaine d'années, 30 ans exactement en fait, cette année, en 1991 à Martigny. On fait vraiment de l'intelligence artificielle depuis le début. Et puis, c'est un plaisir pour moi de vous introduire à cette problématique, à ce domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui. J'ai 10 minutes à disposition, donc ça va me permettre vraiment juste de gratter la surface de l'AI. C'est vraiment un domaine qui est passionnant et qui est gigantesque. Donc peut-être juste pour une petite mise en contexte, en 3 clics, donc 1, 2 et 3, voilà, 3 clics et un premier exemple d'intelligence artificielle. Vous êtes de plus en plus amené à voir ces fonds virtuels, puisque vous êtes de plus en plus amené à utiliser les visioconférences du fait de la situation sanitaire, bien évidemment. Et donc, un petit exemple là de quelque chose qui est rendu possible grâce au machine learning, à l'apprentissage automatique, au computer vision, etc.
des techniques qui permettent de ne pas avoir à acheter un fond vert finalement pour le mettre derrière soi, pour cacher un bureau un petit peu pas rangé ou votre chat qui fait sa toilette derrière vous, comme ça m'arrive régulièrement pendant mes calls professionnels. Voilà, un premier petit exemple avant d'attaquer cette petite présentation. Donc, laissez-moi switcher sur mes slides. Vous devriez voir désormais. Donc, premièrement, pour moi, vraiment personnellement, je dirais que l'intelligence artificielle, ça évoque beaucoup de choses. C'est beaucoup de mots-clés. Le data science, le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones, les robots, etc., les chatbots, vraiment beaucoup, beaucoup de concepts qui gravitent autour de ce mot-clé qui est l'intelligence artificielle. Vous pouvez bien sûr aller sur Internet, trouver des définitions précises de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais finalement, moi, ce que je dirais, c'est que l'AI, ce n'est pas une technologie, c'est vraiment un ensemble de technologies qui gravitent autour de ce mot-clé. Certaines entreprises l'ont bien évidemment bien compris l'intérêt de cela, et notamment de l'importance des données. Quand on pense à l'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre que derrière, la richesse de tout ça est créée grâce aux données. Et les gros groupes, que sont les GAFAM et maintenant également Tesla, ont bien compris cette importance. Et cette image, je suis sûr que vous l'avez déjà vue plusieurs fois, où on dit que les données sont le nouveau pétrole. Voilà, quelque chose d'assez important à avoir à l'esprit. Où on trouve de l'intelligence artificielle de nos jours? 3 secondes, 3 exemples. Voilà, 3 exemples qui doivent vous parler. C'est des choses que vous rencontrez, que vous utilisez tous les jours. Les assistants personnels avec vos smartphones qui sont rendus possibles grâce aux avancées dans le traitement automatique de la parole et également dans le traitement automatique du langage. Les chatbots qui sont de plus en plus présents sur les sites web de réservation, de vente en ligne, etc. Donc tout ça fonctionne plutôt bien de nos jours et c'est en grande partie grâce à l'intelligence artificielle. Tout ce qui est lié à la vision assistée par ordinateur, la reconnaissance d'objets, bien sûr, par exemple, un exemple concret, c'est les véhicules autonomes. Les systèmes de recommandation comme Netflix, comme les réseaux sociaux, qu'on est bien sûr amené à utiliser de façon quotidienne, avec vraiment une capacité de ces outils à nous proposer du contenu qui répond à nos attentes, à nos habitudes de consommation, etc. Et c'est ça qui fait la richesse finalement de ces outils, c'est les utilisateurs. Et ça, ils l'ont bien compris. Et bien sûr, il y a énormément d'autres applications qui sont basées ou qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle que vous utilisez quotidiennement, peut-être même sans vous rendre compte que de l'intelligence artificielle se cache derrière ces outils. Google Maps, par exemple, avec désormais des possibilités d'affichage du trafic presque en temps réel pour voir les axes routiers qui sont les plus utilisés. Les filtres anti-spam, la catégorisation automatique des emails. Avec Vonatel, vous pouvez vous loguer, vous identifier directement avec la caméra, donc avec une authentification faciale ou biométrique. Dans le domaine de la santé, énormément d'avancées également qui sont faites récemment pour aider les médecins à suivre les dossiers patients, à détecter, aider les médecins à localiser des cellules cancéreuses, par exemple, dans des images. Voilà, vraiment énormément de choses qui sont rendues possibles aussi récemment dans ce domaine-là. Et puis aussi tout un pan avec les robots, avec la robotique collaborative, donc les cobots, où on veut plus seulement avoir des robots qui prennent petit à petit le pas sur l'être humain, mais vraiment une symbiose entre l'être humain et les robots dans des environnements collaboratifs. Ça, c'est juste quelques exemples de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. Finalement, est-ce que c'est nouveau l'intelligence artificielle? Évidemment, non. Ça fait de longues années que des chercheurs y travaillent. On va dire que les prémices de l'AI ont débuté dans les années 50 avec l'idée de rendre des machines intelligentes avec la possibilité de réaliser des tâches comme les humains. Ensuite, dans les années 60, les premiers travaux autour du machine learning, donc l'idée d'avoir des ordinateurs qui sont capables d'apprendre sans qu'on les programme directement pour réaliser certaines tâches.
Dans les années 80, les réseaux de neurones, donc être inspirés par le mode de fonctionnement de nos cerveaux et la façon dont on traite les informations, dont on fait nos calculs. Donc ces réseaux de neurones voilà, qui ont beaucoup évolué depuis les années 80. Donc tout ça, vous le voyez, c'est des choses qui sont déjà bien présentes depuis de nombreuses années. Et puis ça a quand même mis du temps pour se démocratiser, pour arriver au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est autant à la mode aujourd'hui, puisque ça fait finalement 70 ans que l'intelligence artificielle existe? En fait, on a beaucoup de chance puisque c'est une convergence d'avancées sur plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau algorithmique, avec les mathématiques, les statistiques, l'informatique, bien sûr, le niveau de modélisation, avec des avancées dans tout ce qui est modèles statistiques, les réseaux de neurones, le deep learning, etc. Mais tout ce qui a fait le lien entre ces différents éléments, c'est vraiment la couche physique. Donc, en termes de puissance de calcul. Bien sûr, on connaît que nos ordinateurs, on sait tous que nos ordinateurs, ils ont vraiment évolué de façon spectaculaire sur les 20 dernières années. Mais il n'y a pas uniquement le côté microprocesseur qui a vraiment augmenté. Ça vient aussi pour l'intelligence artificielle, ça vient aussi des avancées qui ont été faites au niveau des cartes graphiques, donc les GPU. Bien sûr, on connaît ça pour jouer ou alors pour faire du dessin assisté par ordinateur. Mais cette capacité à faire énormément de petits calculs en parallèle a été vraiment un outil majeur qui a permis des avancées spectaculaires et d'aller plus loin avec les réseaux de neurones et notamment le deep learning. Tout ça a été aussi rendu possible, surtout grâce à la capacité de stocker des données et de les récupérer. Donc pour ça, Internet, les réseaux sociaux, ça a joué un rôle majeur. Et puis, pour l'apprentissage, quand on parle de deep learning, on a besoin de vraiment beaucoup d'images d'exemples, souvent qu'elles soient annotées. Et vraiment, ces réseaux sociaux qui permettent de produire énormément de données, on peut récupérer ces données, les annoter et entraîner les modèles derrière. Un petit exemple d'un use case, donc un cas d'utilisation qui est la détection d'objets. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est vaste. Là, je prends juste un petit exemple qui est une tâche, la détection d'objets. Donc là, j'ai récupéré ça d'un article qui fait un état des lieux des 20 dernières années sur ce domaine. On peut voir qu'il y a vraiment eu énormément de publications scientifiques, donc de recherche scientifique qui est faite derrière pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, avec des tâches comme par exemple la reconnaissance faciale. On peut voir en bas à gauche là un exemple d'une foule avec la localisation des visages. À droite, on voit aussi une évolution assez spectaculaire dans la capacité de ces algorithmes à faire de la reconnaissance d'objets sur des datasets qui sont de plus en plus compliqués, challenging. Par exemple, le dataset Coco de Microsoft, c'est plus de 166 000 images avec 900 000 objets qui ont été annotés de plus de 8 ans de catégorie. C'est vraiment impressionnant la capacité de ces algorithmes maintenant à être capables de détecter tous ces objets dans une image. Quand j'ai commencé mes études dans le domaine, c'était en 2012. À l'époque, on était capable de détecter dans une image un chat, un vélo, une voiture, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, puis c'était très complexe dès qu'on voulait détecter plusieurs choses. Et maintenant, on est capable de détecter énormément de choses différentes. Un petit exemple, YOLO, qui est un logiciel qui fonctionne très bien pour cette tâche-là. C'est peut-être pas le meilleur en termes de précision, mais c'est un très très bon mix entre la précision et la rapidité d'exécution qui permet de faire du traitement des images presque en temps réel. Qui vous montre juste un petit exemple ici. Ça, c'est une image tirée d'une vidéo, hein, mais ça veut dire que ces algorithmes sont capables de réaliser ça sur des vidéos avec de la localisation des objets, des voitures, des personnes, etc., etc., et vraiment beaucoup d'objets différents qui peuvent être détectés. Finalement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour les entreprises? Là, c'est vraiment que quelques exemples qui sont assez ciblés aussi par rapport au domaine de l'industrie 4.0, comme c'est quelque chose qui est assez à la mode, c'est quelque chose qui vous parle certainement. Donc voilà, quelques exemples, l'optimisation de vos processus avec une réduction peut-être de la consommation énergétique, diminuer les tâches diminuer le temps d'exécution des tâches qui prennent beaucoup de temps, améliorer la qualité des produits avec l'utilisation par exemple du computer vision pour améliorer le contrôle qualité, réduire les coûts de maintenance en anticipant les pannes
exploiter finalement aussi toutes les informations qui sont disponibles dans vos données et que vous stockez peut-être depuis de nombreuses années, mais que vous ne savez pas exactement comment en tirer parti, quelle plus-value peut apporter tout ça à votre entreprise. Et bien sûr, énormément d'autres cas d'utilisation qui sont possibles dans votre entreprise. Alors, comment commencer? Vous avez deux possibilités. Soit vous apprenez à produire ce genre d'architecture, connaître comment faire des architectures de réseaux de neurones, de deep learning. Vous apprenez à programmer en Python, par exemple, à utiliser des frameworks comme PyTorch, qui, au passage, je profite, est né en quelque sorte à l'IDIAP, puisque Torch a été créé en 2001 à l'IDIAP à Martigny. Maintenant, PyTorch, c'est un des deux frameworks les plus utilisés au monde pour faire du machine learning et du deep learning. Ou alors, beaucoup plus simple, prenez contact avec nous et on regarde ensemble s'il y a des jolis projets à mettre sur place. Quelques conseils. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de commencer toujours par vous concentrer sur les problèmes que vous voulez résoudre. Finalement, l'intelligence artificielle, il ne faut pas en faire pour en faire. C'est parce que c'est un outil parmi d'autres qui va vous permettre de résoudre vos problèmes. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que vous connaissez votre métier mieux que quiconque. Et ça, c'est fondamental puisque vous allez parler avec les spécialistes qui, eux, ont la compétence et l'expertise en machine learning, en intelligence artificielle, etc. Ils auront besoin de vous autant que ce que vous aurez besoin d'eux. C'est-à-dire que c'est vraiment la magie opère, c'est quand il y a un dialogue qui s'opère. Nous, on est à l'écoute et on est là pour résoudre le problème et on a besoin de ce dialogue pour avancer ensemble vers une solution. Et puis surtout, un conseil important, c'est ne sous-estimez pas le temps qui est nécessaire et l'effort qui est nécessaire pour obtenir des résultats qui sont intéressants pour vous. AI.exe, cet exécutable n'existe pas. On ne pourra pas vous installer quelque chose, vous allez double-cliquer dessus et tous vos problèmes vont être résolus. Donc vraiment, le conseil principal, c'est qu'il faut aller étape par étape, projet par projet, pour intégrer tout ça dans votre business. Voilà pour cette première partie. Et je rends la main à Cédric. Merci Joël pour cette présentation. Je te remercie également parce que c'est très challenging de présenter finalement l'intelligence artificielle sur aussi peu de temps. Donc, merci aussi pour tout ça. Donc, on a eu ce point de vue de l'académique. Maintenant, on va s'intéresser à la vue du terrain plutôt. Et je souhaite maintenant la bienvenue à Hugues Vincent Roy, donc directeur de AISA, avec qui on va dialoguer pendant quelques minutes pour essayer justement de voir quel est son retour en tant que patron de PME. Donc, bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Je vous propose pour commencer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas AISA, il y en a peut-être dans le call, de présenter votre entreprise en quelques mots et peut-être avec quelques chiffres clés, si c'est faisable. Mais très volontiers. Merci pour cette invitation, tout d'abord, et puis bienvenue à tout le monde. Oui, en quelques mots, AISA, je vais partager avec vous un ou deux slides pour illustrer mon propos. Nous sommes une société située à Vouvry, donc dans le Chablais-Valaisan, une société familiale d'environ 230 employés. Je ne sais pas si maintenant vous voyez ma présentation. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, dans un magnifique environnement, comme vous pouvez le voir, nous sommes un fabricant de machines pour réaliser des tubes d'emballage tels que les tubes dentifrice ou les tubes cosmétiques. Nous avons notre site principal et nous faisons tout depuis la Suisse, mais nous avons aussi des sites en France et puis des techniciens en Chine et aux États-Unis parce que nous vendons nos machines dans le monde entier. Voilà un exemple, je ne sais pas si vous voyez, d'un type de machine que nous produisons. Donc, c'est une machine pour produire des tubes laminés. Vous avez des exemples de tubes laminés devant vous. Le plus gros marché, c'est le dentifrice. Dans le domaine du dentifrice, nous sommes largement le leader mondial. Nous avons plus de 50% du marché, ce qui signifie qu'aujourd'hui, plus de 50% des tubes dentifrice produits dans le monde sont faits sur des machines qui proviennent de Vouvry.
Et nous sommes aussi présents dans le tube cosmétique où là, nous avons environ 40% du marché. Là, vous voyez une machine qui est capable de produire 200 tubes par minute. Nous avons des machines qui vont de 100 à 600 tubes par minute. À 600 tubes par minute, c'est la machine la plus rapide du marché. Donc, nous faisons depuis 1962 à peu près des machines qui produisent des emballages Bayersdorf, etc. Voilà, en quelques mots, l'activité d'Aizen. Merci, Monsieur Roy, pour cette explication très, très rapide. Cédric, vous voulez reprendre la parole ou bien vous voulez que j'approfondisse Oui, plus? est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Alors, oui, je vous propose peut-être de départager l'écran et on va peut-être passer à la thématique qui nous intéresse, qui est l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai une question de base qui est finalement d'où est venue l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle chez AISA? Quel était l'élément fondateur finalement? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Roy? Voilà, j'ai un problème. on va essayer de régler ça. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Roy? Alors, peut-être en attendant, Voilà, ah, je vous entends à nouveau, mais j'ai, excusez-moi, apparemment des problèmes techniques. On maîtrise mieux les machines que les ordinateurs chez AISA, apparemment. pas de souci, nous on vous entend. Il faudrait juste essayer de départager votre écran à l'idéal. Euh, donc, j'aurais peut-être la question, l'idée c'était de savoir d'où était venue l'idée de base d'utiliser l'intelligence artificielle chez AISA. Innovation, hein, parce que pour pouvoir produire en Suisse, faire des machines, il faut innover. Donc, on est toujours intéressé par tous les aspects technologiques, quels qu'ils soient, et toutes les révolutions industrielles. Donc, on participe à la révolution de l'industrie 4.0, comme beaucoup de monde. Et comme ça a été mentionné, l'intelligence artificielle en fait partie. Donc, ça fait environ 5-6 ans qu'on s'y intéresse. On a fait nos réflexions internes, on a parlé avec nos clients, on a aussi parlé avec certains spécialistes. Et puis ensuite, on a travaillé avec l'IDIAP. Et puis là, je vais me permettre une petite anecdote. Comment est-ce qu'on a commencé avec l'IDIAP? Tout est parti en fait d'une réunion informelle entre un de nos employés, un ingénieur chez nous du département R&D, et puis un ingénieur de l'IDIAP. Ils ont été boire des verres ensemble, et puis deux ingénieurs qui se rencontrent, ben, ça parle un peu technique, et en échangeant sur ce qu'ils faisaient, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des possibilités de l'intelligence artificielle pour AISA de manière très concrète. Et c'est à partir de cette réunion que nous avons pris contact avec l'IDIAP et puis qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, comme vous voyez, vivement qu'on rouvre les établissements publics, c'est très utile pour le transfert technologique. OK, merci beaucoup. Euh, on- il f- Ma prochaine question, c'est de parler maintenant des projets concrets qui ont été développés chez AISA avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelques exemples? Et puis, ce qui nous intéresse aussi, bien entendu, c'est les résultats de ces projets. Tout à fait. Alors, je vais prendre 3 cas d'application. Ça va être un peu plus terre à terre que ce qui a été présenté par Monsieur Dumoulin. Là, on va être très concret, on va être dans le monde de l'industrie. J'espère que le partage sera ce coup-ci plus réussi. On va prendre un risque et ça y est. On va prendre un risque, exactement. Mais ça mouline un peu chez moi. Je vous prie de m'excuser.
Ouais, on n'a plus votre caméra. Du coup, les gens me voient, mais on vous entend encore. C'est l'essentiel. Bon, est-ce que peut-être, c'est vrai que vous pouvez passer les slides que je vous ai Oui, envoyés, parce que j'arrive pas à les représenter. pas de problème. Donc, oui, le temps que je partage. Voilà. Donc, je vais parler de 3 cas d'application qui ont été mis en place. Voilà. Je crois que nous avons perdu Monsieur Roy. Donc, je m'excuse pour ces petits soucis. Ce que je propose, c'est de prendre, en attendant, si Joël, tu es toujours là, quelques questions, en attendant que Monsieur Roy se reconnecte. Voilà. Volontiers. Merci Joël. Donc, il y avait une première question de Gaëtan qui était en lien avec les systèmes de recommandation. Euh, Gaëtan pense qu'il y a un risque au final qu'on enferme les gens dans leur bulle et sans offrir de possibilité de sortir vers de nouvelles choses. Et selon lui, ça pourrait être un risque avec un frein au développement de l'intelligence de la personne. Tout à fait, c'est une Qu'est-ce question. que tu... Non, mais c'est une question très pertinente. C'est vrai que y a beaucoup de domaines. Par exemple, ces systèmes de recommandation, au final, ils apprennent des habitudes des utilisateurs pour leur donner des contenus similaires. Et du coup, finalement, on se retrouve à consommer toujours les mêmes styles de contenus. Donc, effectivement, là, c'est exactement ce que Gaëtan indique ici, qu'on se retrouve enfermé dans une bulle. Et ça, c'est un des nombreux risques liés à ces technologies. Et là, il faut toujours faire confiance aux utilisateurs qui, à un certain moment, vont commencer à s'embêter, à recevoir toujours le même type de contenu et qui forcément vont commencer à chercher quelque chose de différent. Et là, c'est le rôle aussi des fournisseurs de ces services-là, d'avoir des algorithmes qui vont voir ces outliers, ces points finalement dans la visualisation de toutes ces données, quelque chose qui sort de l'habitude du consommateur. Et plutôt que de dire, bah voilà, non, non, on essaie de lui redonner du contenu habituel, de plus prendre en compte ça comme voilà, quelque chose de nouveau, comment aller aussi vers là pour lui proposer du contenu aussi qui est en lien avec ces nouvelles habitudes de consommation. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de dire qu'effectivement, il y a plein de dérives, malheureusement, liées à ce domaine-là. Et il faut toujours faire confiance à l'utilisateur final aussi, à l'être humain, à sa créativité, euh, pour ne pas tomber dans ces dérives-là, quoi. Ok, merci beaucoup, Joël, pour cette réponse. Je crois qu'on a retrouvé Monsieur Roy. Oui. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Moi, je vous entends et je vous vois, en Parfait. effet. Je suis Alors, désolé. non, Désolé, je ne sais non, pas ce pas de qui s'est souci, passé. pas de problème. Donc, on va reprendre le cours de notre interview. Donc, on était en train de parler des projets concrets qui étaient en cours chez AISA. Donc, avec je vais partager mon écran. Voilà. Je vous laisse prendre la main donc, sur les cas d'application de l'AI. Tout à fait. Donc, je vais vous parler de 3 cas que nous avons mis en place chez AISA. Donc, on est vraiment dans des projets très concrets là. C'est des solutions qui sont sur le marché. Donc, la première solution, peut-être le slide suivant, c'est le cas qui a été développé justement basé sur la discussion qui a eu lieu dans un bistrot entre Monté et Martigny avec 2 de nos ingénieurs. Si vous pouvez mettre le slide suivant, c'est un système d'autoréglage lors d'un changement de production. Sur nos machines, nos clients peuvent produire différents types de tubes en fonction des lots qu'ils doivent faire. Et pour passer d'un lot à l'autre, il y a des changements à faire. Et un des changements, c'est un changement de bouchon et les machines peuvent orienter le bouchon de manière à ce que l'ouverture du bouchon soit parfaitement ajustée avec la décoration du tube. Peut-être le slide précédent présente ceci, si c'est Est-ce que possible. celui-là, Le précédent. là, alors le tout premier, je pense qu'on a du décalage. Autoréglage. Alors, ce qu'on fait, les réglages avant, on les faisait avec des cellules et puis de l'apprentissage grâce aux opérateurs.
Aujourd'hui, on a remplacé ceci avec le système qu'on appelle le Smart Cap, qui est un système d'autoréglage qui apprend lui-même. Nous donnons à la machine environ 10 à 20 pièces, 10 à 20 bouchons qu'elle va faire. Elle va étudier ces bouchons, elle va apprendre à reconnaître ces bouchons toute seule, et ensuite la machine est automatiquement réglée. Donc l'algorithme analyse chaque pièce, mais il va aussi analyser les défauts des pièces, il va analyser aussi l'usure qu'il peut y avoir sur la machine, et ensuite elle apprend, et grâce au modèle qu'elle a appris à l'algorithme, elle va pouvoir orienter toutes les pièces justes. Le résultat, c'est le slide suivant. Avec cette technologie, ça nous a permis de passer de temps de réglage manuel qui prenait jusqu'à 90 minutes, 90 minutes, à un temps de réglage de l'ordre de 2 à 3 minutes actuellement. Ça nous a élargi considérablement la gamme de bouchons qu'on est capable d'opérer sur nos machines. Et donc, c'est un gain absolument important. C'est d'ailleurs devenu le nouveau standard. Depuis 4-5 ans, nous ne proposons plus que ce système pour l'orientation bouchon. Donc, c'est une vraie réussite. Le deuxième cas d'application que je vous citerai, c'est du contrôle qualité. Le slide suivant, s'il vous plaît. C'est du contrôle qualité. Sur nos machines, on fait des soudures, hein, on traite des tubes en plastique, donc on fait du soudage de plastique. Et on a mis en place, grâce à l'intelligence artificielle, un système de contrôle en ligne de la qualité de la soudure, en mesurant en fait les propriétés géométriques de la soudure. Là, vous voyez l'appareil hein, qui est au milieu de l'image. Mécaniquement, c'est très simple, c'est très petit, parce qu'en fait, toute la technologie est dans l'algorithme. Donc, ce sujet-là a aussi été développé à l'aide de l'IDIAP. Peut-être le slide suivant, on voit les résultats. Donc, avec ceci, en fait, on est capable de mesurer des épaisseurs en ligne en enlevant tout le bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des vibrations qui sont de l'ordre de 100 fois supérieures en fait à la mesure de précision qu'on recherche. Donc, grâce à ceci, on peut suivre les épaisseurs, on peut suivre les déviations, ce qui permet évidemment d'alerter en cas de dérive de procédé, donc d'agir avant qu'on fasse de la mauvaise qualité. Ce nouveau système est lui aussi un grand succès chez nous. Nos principaux clients, comme par exemple Colgate, maintenant le veut sur quasiment toutes ces machines. On est en train de faire des upgrades de leurs machines pour installer ce système de contrôle qualité. Le troisième et dernier exemple que je vais vous citer, c'est aussi du contrôle qualité, mais c'est du contrôle qualité visuel. Dans notre cas, nous faisons des soudures sur des zones qui sont des plastiques qui sont imprimés. Donc, quand vous faites fondre du plastique qui a une décoration, il y a le risque d'engendrer des détériorations de la décoration sont élevés, malheureusement, et on veut contrôler ceci sans connaître forcément au préalable les défauts qui vont avoir lieu. Donc, on a mis en place, là aussi avec l'IDIAP, dans le cadre d'ailleurs d'un Master AI, hein, ce projet-là, peut-être qu'on reviendra sur les Master AI après, un système qui permet d'apprendre les critères esthétiques de nos soudures. On le fait en faisant fonctionner la machine et puis il faut environ une cinquantaine de tubes qui sont bons. Si l'opérateur dit voilà, les 50 tubes qui sont passés, la qualité est bonne. Ensuite, tous les tubes suivants, on va leur donner une note, un score. Et comme vous le voyez sur l'écran, ensuite, on va mettre des seuils. Donc, si on est en dessous du seuil, on est dans la zone verte, on considère que l'esthétisme est bon. Zone orange, ça veut dire que c'est douteux, il faut peut-être prendre des mesures. Et puis zone rouge, les tubes vont être éjectés. Là, vous avez un exemple avec des défauts assez larges, hein, où on voit, par exemple, le défaut du milieu qui est un petit défaut, ben, ça va nous donner le score qui est environ de 3, tandis que le défaut de gauche va nous donner un score de l'ordre de 6. Donc voilà 3 exemples d'application de l'AI qu'on a chez AISA, 3 exemples qui ont été mis en place grâce à l'aide de l'IDIAP et 3 exemples qui sont commercialisés. 2 qui sont des grands succès, le troisième, on est en train de commencer la commercialisation.
Ok, merci beaucoup pour ce rapide mais concret éclairage. Maintenant, si on vient un petit peu sur le fond, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux patrons d'entreprise qui souhaitent lancer finalement un projet d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces? Je ne sais pas si on ose dire ça comme ça sans être trop péjoratif, mais pour ces patrons de PME qui nous écoutent maintenant. Alors, ce que nous, on a appris, et puisque évidemment je recommande, et ça a été d'ailleurs signalé avant, il faut en effet se faire aider, se faire entourer, parce que je pense qu'il est difficile pour une PME d'adresser ceci spontanément, hein. C'est quand même des nouvelles technologies. C'est vrai que euh, faire un algorithme, c'est pas très compliqué, mais ce qui est peut-être compliqué, c'est de choisir le bon algorithme, de choisir l'algorithme qui est efficace, qui va correspondre à votre besoin. Et puis aussi, donc, je pense vraiment voir des experts, c'est absolument essentiel. Ce qu'on a aussi observé, c'est qu'on a commencé par des petits projets pour pour justement pouvoir les appréhender de manière efficace, un petit projet, puis faire des succès, et puis grâce à ces succès, continuer à grandir avec ceci. Donc, je dirais, il ne faut pas viser trop haut au début, se faire accompagner. Par contre, un des gros avantages, je pense, de l'AI, c'est que le ticket d'entrée, en fait, il n'est pas très onéreux. Parce que, en fait, c'est surtout de l'intelligence artificielle, c'est surtout du calcul, mais ce n'est pas des gros moyens mécaniques ou bien électromécaniques comme on peut en avoir des fois dans l'industrie. Donc, il faut les bonnes ressources et c'est là que c'est le danger. Donc, c'est pour ça que je pense parler avec un expert, c'est vraiment essentiel pour avoir les ressources appropriées qu'on pourrait avoir besoin selon ses nécessités, selon son secteur d'application. Ok, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a finalement, cette fois du point de vue de l'entreprise elle-même, est-ce qu'il y a des prérequis? J'imagine qu'il y a des prérequis évidents au niveau des données, donc il faut avoir des données, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête, des choses qui sont finalement obligatoires avant de lancer un projet d'intelligence artificielle? Je pense que le premier prérequis, c'est d'oublier certaines certitudes qu'on a, hein, parce que des fois, on a des certitudes, surtout quand on vient de la mécanique. Et puis l'AI, c'est vraiment un nouveau champ d'application. Donc, c'est une nouvelle façon d'appréhender ceci. Donc, justement, regarder des exemples pour enlever ces a priori qui, des fois, nous bloquent pour avancer. Euh, et c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on ne pensait pas possibles qui se sont révélées possibles. Donc, c'est vraiment une révolution et c'est accepter cette révolution. Ça ne va pas solutionner tous les problèmes. Enfin, je ne pense pas que ça va solutionner tous les problèmes, hein, il faut être honnête. Mais ça permet en tout cas de faire des avancées technologiques. Nous, on a fait des avancées technologiques, on a apporté de la plus-value sur nos machines, de la plus-value à nos clients qui n'aurait pas été possible sans l'apport de l'AI. Ok, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on a parlé des prérequis du changement un peu d'attitude. Est-ce qu'il y a des pièges qu'il faudrait éviter par votre expérience? Donc, en tout cas, avec ces trois projets, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment pour éviter de tomber dans ces éventuels pièges? Alors, je pense que je ne ferais pas différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de problème, hein. Ça veut pas dire que, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage, hein. Il faut aussi avoir quelques difficultés et surmonter les difficultés pour avancer. Mais pour les pièges, bon, je l'ai déjà mentionné, et puis ça a aussi été mentionné avant, je crois, il ne faut pas vouloir tout solutionner d'un coup avec l'AI et croire que tous vos problèmes vont disparaître. C'est comme de penser que la digitalisation va supprimer absolument tout le papier, c'est de croire que le travail à distance va révolutionner tout. C'est un mécanisme, donc il ne faut pas non plus surestimer. Il ne faut pas sous-estimer l'industrialisation. Ça a été dit par Joël et je crois que c'est juste. Parce qu'une fois que vous avez un algorithme, vous avez en effet la pièce maîtresse, mais ensuite cet algorithme, il faut le mettre dans l'environnement industriel avec tout ce que ça sous-entend. Nos machines, elles tournent 7000 heures par année sur tous les continents, donc des endroits où il fait chaud, des endroits où il fait froid, des endroits où les opérateurs sont plus ou moins euh, euh,
compétent. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, que ça doit être à disposition de la production et à disposition des gens qui vont tourner avec. Et le dernier point, c'est pas vouloir tout faire tout seul, parce que je pense que c'est un domaine qui avance, c'est un domaine qui bouge. Et pour une PME, c'est difficile d'avancer à la même vitesse que ces technologies avancent. En parlant de ça, on peut se projeter peut-être un petit peu dans le futur. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Si oui, est-ce que c'est avec l'intelligence artificielle ou est-ce que vous réfléchissez déjà plus loin, si tant est qu'on peut réfléchir plus loin que l'intelligence artificielle? Ouais, quels sont vos prochains challenges dans ce domaine technologique chez AISA? Alors, nous avons des projets dans l'intelligence artificielle, bien sûr. Nous continuons parce que c'est des succès, ce qu'on a vu. Donc, pour nous, donc aussi bien sur le contrôle qualité, aussi bien sur l'autoréglage. Euh, le grand sujet qu'on a maintenant en thème, c'est vraiment une machine qui va apprendre et puis qui va corriger, ou en tout cas aider les opérateurs à corriger par rapport à la multitude de paramètres, donc de travailler sur beaucoup de données de production pour que la machine en direct puisse vraiment tourner toujours de manière optimum. L'objectif étant toujours de réduire évidemment les arrêts machines, d'éviter de faire des déchets. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on travaille de manière très active. Ensuite, ce qu'on a fait, les exemples que je vous ai montrés au préalable, euh, on pense que ces exemples peuvent avoir du potentiel pour d'autres secteurs d'application que les machines AISA, que le secteur du tube. Donc, on a développé une activité qui s'appelle AISA Inspection, qui a pour objectif justement de trouver d'autres champs d'application, d'offrir les technologies qu'on a développées pour nos machines, pour d'autres secteurs d'activité, donc sur d'autres machines ou bien sur des lignes de production. Donc, nous pensons que ce qui a été développé peut être réutilisé. Ces succès peuvent participer au succès d'autres sociétés. Voilà les champs d'activité actuels. Très bien, merci beaucoup pour ce bref échange. Il y a énormément de questions qui sont tombées sur le Q&R, donc n'hésitez pas encore à en poser. Avant de passer à ces questions, Monsieur Roy a évoqué tout à l'heure le master en intelligence artificielle qui est piloté notamment par l'IDIAP. Et là, je voudrais juste repasser la parole brièvement à Joël Dumoulin pour nous en parler, pour savoir un petit peu ce que c'est que ce master et surtout qu'est-ce qui l'amène potentiellement aux PME, qu'elles soient valaisannes ou autres. Donc Joël, je te repasse juste la parole quelques secondes, si tu es d'accord. Il faut désactiver ton micro et ça sera mieux. Bien sûr, j'ai un petit peu pris de cours. J'étais en train d'essayer de répondre à des questions dans le chat. Donc, je m'excuse d'avance si dans ce que je vais présenter, là, il y a des choses qui se overlappent, qui se chevauchent avec ce qu'a dit M. Roy. Voilà, j'avoue que j'étais un tout petit peu pris là-dedans. Donc, excusez-moi, juste reprendre mes slides. OK. Trop de fenêtres ouvertes, j'avais de la peine à le retrouver. Voilà. Vous revoyez mes slides, c'est tout bon? C'est tout bon, Joël, tu peux y aller. Okay. Alors, donc en fait, le point de départ de ce qui va suivre, c'est vraiment un constat, c'est que de plus en plus d'entreprises, de PME, de start-up ont une vue claire, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut leur apporter quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment encore où commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première étape? Les données, avec qui dialoguer, voilà, comment internaliser cette compétence qui est nécessaire à la bonne réalisation d'un projet en intelligence artificielle. Puis vraiment surtout cet accès à du personnel qualifié qui est devenu très difficile. Le personnel qualifié, on le connaît bien, nous, on forme des doctorants qui obtiennent voilà, toutes les connaissances en intelligence artificielle dans plein de domaines différents. Ils deviennent très intéressants et ils partent souvent travailler dans des grandes entreprises, Google, Amazon et j'en passe et des meilleurs, qui sont vraiment très intéressés par ces compétences-là. Et du coup, pour une PME, par exemple, investir dans l'internalisation de cette compétence, ça peut vite devenir très cher et compliqué aussi, puisque
on n'a pas la garantie que le projet qu'on va essayer de mettre en place, pour l'intelligence artificielle, ça reste quelque chose qui est un petit peu orienté recherche. Et puis, on n'est pas toujours sûr des résultats qu'on va obtenir. Donc, voilà, cette première étape, se lancer là-dedans, ça peut être compliqué. Et nous, en fait, à l'IDIAP, avec nos partenaires, que sont l'État du Valais et surtout Unidistance, on a mis en place quelque chose voilà, qui peut être, à notre avis, une bonne solution pour vous, pour aller de l'avant dans ce domaine. Donc, tout ça, ça se concrétise en un master en intelligence artificielle qui est appliqué en entreprise. C'est-à-dire, on s'est vraiment inspiré du modèle de l'apprentissage suisse qui fonctionne si bien, où on a les études et la pratique qui est fait en parallèle. Et puis, donc, avec l'IDIAP, qui a derrière elle 30 ans d'expérience dans l'intelligence artificielle, avec l'université à distance, qui forme plus de 1800 étudiants par année, avec beaucoup de flexibilité dans la façon de donner ces études. C'est vraiment un partenariat qui fonctionne très bien pour mettre en place cet outil. Qu'est-ce qu'on vous propose? C'est en fait la possibilité pour vous d'avoir une formation qui est à la pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, et puis la possibilité également de recevoir le support des experts en intelligence artificielle, que sont les chercheurs de l'IDIAP. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'IDIAP, c'est 140 employés à l'heure actuelle, 150 même, plus de 120 publications scientifiques par année, plus de 50 projets de recherche par année, donc une grosse expérience dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? Donc, une entreprise peut soit mettre sur le programme un de ses employés, donc un de ses collaborateurs qui va rejoindre le programme, ou alors, si elle désire avoir quelqu'un qui rejoigne son équipe, on a des candidats qui cherchent eux-mêmes une entreprise dans laquelle effectuer leur étude. Ensuite, ensemble, on va établir en fait quelles sont les possibilités pour votre entreprise avec vos données, quelles sont les possibilités, quels sont les projets qu'on pourrait faire ensemble tout au long de cette formation. Ça permet aussi de définir une stratégie, ça permet pour vous aussi de prendre le temps de discuter, d'avoir des idées, d'établir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Et puis finalement, pendant 18 mois, donc, votre employé, ce n'est pas simplement un étudiant de master, c'est vraiment un employé à qui vous versez un salaire. Lui, il va passer 50% de son temps à étudier, à suivre les cours de manière assez flexible puisque c'est en ligne. Et puis, l'autre partie de son temps, les 50% restants, il va travailler sur des projets pratiques, un ou plusieurs projets pratiques, afin de définir une stratégie AI et réaliser un ou plusieurs projets pour votre entreprise. Donc, ce que vous obtenez à la fin d'une formation comme ça, c'est vraiment une formation qui est sur mesure. Nous, le but, c'est pas d'avoir 1000 étudiants par année. On a un gros maximum à une vingtaine d'étudiants par année qui est possible, afin de rendre possible la supervision de chacun de la meilleure des façons possibles. Ça vous permet de collaborer avec des chercheurs, puisqu'ils vont superviser ces projets pratiques, et ça vous permet d'internaliser cette compétence qui est fondamentale, et la personne sera votre expert en intelligence artificielle à la fin de cette formation. Quelques informations pratiques. La formation dure 18 mois, donc 3 semestres. Les cours sont donnés en anglais, mais les travaux pratiques peuvent être réalisés dans la langue de préférence de l'entreprise. En termes de charge de travail, c'est du full-time, c'est une formation à plein temps, ce n'est pas une formation en cours d'emploi. Une personne qui fait cette formation se dédie à 100% à cette formation en intelligence artificielle. Et puis, on est à notre 3e cohorte qui a débuté en février dernier. Donc, depuis 2019, 16 entreprises nous font confiance et puis déjà 26 étudiants ont été formés. Et la prochaine volée commence en février 2022. Un cas d'utilisation pratique, voilà, c'est un exemple, c'est AISA, que M. Roy vous a certainement parlé tout à l'heure pendant que j'essaie de répondre aux questions dans le chat. Donc voilà, un exemple parmi d'autres où l'intelligence artificielle a son rôle à jouer dans une tâche qui est problématique pour une entreprise. Et puis voilà, si vous voulez plus d'informations, allez volontiers sur master-ai.ch ou alors contactez-nous. Moi-même, je suis là pour répondre aux questions qui sont plus orientées pour les entreprises. Et s'il y a des personnes parmi l'Assemblée qui sont plus intéressées à être un étudiant, vous pouvez directement contacter aussi ma collègue Mylène Fauquet d'Unidistance pour cette partie-là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci Joël. On va maintenant passer aux questions. Donc, merci aussi à Joël d'avoir répondu à quelques questions en direct. Ça m'arrange puisque c'était les questions forcément les plus techniques. Du coup, il nous reste des questions un tout petit peu moins techniques. La première, c'est pour vous, monsieur Roy. Donc, vous avez parlé finalement d'un démarrage d'une collaboration avec l'IDIAP par accident. Est-ce qu'il y aurait des idées pour finalement systématiser cela dans les PME? Ou peut-être que Joël peut aussi répondre, mais voilà, d'éviter que ça soit un accident, mais que ça vienne peut-être la norme, quoi. Moi, je pense que les activités que vous mettez en place, comme ces InnoWebs, enfin, les rôles des institutions comme le CIMARC, aussi le groupe Alliance, hein, qui existe pour toute la Suisse romande, je pense que c'est justement des organismes qui aident à faire ce genre de transfert technologique, ce genre de collaboration, hein. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. Par exemple, le projet qu'on a cité, un des projets qu'on a fait avec l'IDIAP, c'était un projet CTI, donc InnoSuisse actuellement. Donc, on a aussi utilisé l'aide de Alliance pour mettre en place ce projet InnoSuisse avec l'IDIAP. Après, ben c'est vrai que le réseautage compte et c'est vrai que le réseautage est plus compliqué actuellement, hein. Donc, vraiment, je salue le travail qui est fait pour essayer d'aider à faire ce réseautage. Après, je pense que c'est aussi notre responsabilité comme industriel d'être un peu curieux et de savoir ce qui se passe, soit par la littérature, soit par des webinars, etc. Mais j'ai pas de recette miracle, non. Très bien, oui, oui, pas de souci. Euh, une question un peu plus pratique aussi par rapport au fonctionnement d'AISA. Donc, un spectateur nous demande si vous avez des compétences propres en AI au sein de votre entreprise ou est-ce que tout est sous-traité à l'IDIAP? Alors, quand nous avons commencé, il y a 5 ans, en effet, nous avons tout sous-traité avec l'IDIAP. On a fait aussi un projet avec une autre société, hein, avec un consultant. Par contre, donc on a eu tout de suite, dès que le master en AI a été lancé, nous avons engagé un étudiant pour participer à ce programme et puis pour avoir justement quelqu'un, enfin c'est pas un étudiant, un employé dans notre entreprise pour réaliser ceci. Nous avons engagé d'ailleurs un deuxième, on a fait un deuxième master en AI ensuite. Et nous avons un senior scientist aussi qu'on a engagé maintenant. Donc, on a 2 personnes vraiment actives sur ce sujet-là en interne, mais ça n'empêche pas des collaborations parce que le sujet est vaste et puis vous n'avez jamais toutes les compétences en interne, comme je l'ai dit au préalable. Ok, merci beaucoup. Une question de Michel, toujours pour vous, Monsieur Roy. Il faudrait savoir où est-ce que vous en êtes avec la maintenance prédictive 4.0 de vos machines et celle que vous livrez à vos clients. Il fait notamment référence au problème d'usure qui est assez importante. Donc, est-ce qu'il y a des projets dans ce domaine-là? Bon, j'aimerais revenir. De l'usure, c'est normal sur les machines, il y a toujours de l'usure. Elle n'est pas plus importante qu'ailleurs. Mais oui, c'est bien sûr que c'est un thème important sur lequel nous avons travaillé. On a fait ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça implémente, il fallait pour pouvoir gérer tout ceci, de faire la maintenance prédictive et tout ce que ça implique derrière. Euh, Là aussi, il ne faut pas être trop ambitieux parce que de pouvoir suivre tout ce qui se passe sur une machine, c'est peut-être trop ambitieux. Donc, il faut prendre la machine étape par étape. Et ensuite, il faut des clients qui veulent collaborer avec nous. Et c'est là où on en est. Donc, c'est de parler avec nos clients. Quels clients veulent collaborer avec nous? Parce que nous, ici, à Vouvry, nos machines, elles vont tourner que quelques heures. Puis ensuite, elles sont livrées chez nos clients. Mais pour pouvoir mesurer de l'usure, c'est des processus lents, c'est des processus qui vont prendre des années, et il faut beaucoup de données. Donc, c'est là où on en est, c'est comment mettre ça en place avec nos clients, sachant qu'en effet, ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on puisse bâtir un modèle, un algorithme qui va pouvoir nous donner ces informations. Mais on a déjà tout le schéma depuis la machine, comment remonter l'information, comment la traiter dans un cloud, comment la faire redescendre chez nous pour que on puisse suivre et alerter le client et voire même
lui envoyer les pièces avant que sa machine tombe en arrêt, donc éviter tous les arrêts de production qui ne sont pas planifiés. Donc, c'est un sujet. Oui. OK, merci beaucoup. Une petite question pour Joël. Il y a répondu dans le chat, mais je trouve intéressant d'en parler ici aussi. C'est une question de Nicolas qui dit qu'il faut une certaine maturité sur ces données pour faire de l'intelligence artificielle. Et il voudrait savoir quel est le déclic finalement qui se dit bah, à partir de quand on est suffisamment mature pour pouvoir engager un projet dans ce domaine. Peut-être Joël, si tu veux répondre, et si Monsieur Roy, vous voulez intervenir avec plaisir aussi. Alors, effectivement, c'est toujours bien dans un projet, quand on veut se lancer dans un projet, c'est d'avoir déjà des données en quantité suffisante, de façon structurée et de bonne qualité. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est ce qu'il y a de plus facile pour démarrer le plus vite. Mais bien évidemment, on ne peut pas toujours avoir tout ça à disposition dès le début. Et peut-être que en fait, cette étape de réflexion de comment, quelles données enregistrer, sous quelle façon, c'est peut-être une bonne idée d'en discuter avec des experts avant de commencer à le faire, puis, pour vraiment pouvoir profiter au mieux de ces données une fois qu'elles seront collectées. Donc moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre d'avoir toutes les données de manière parfaite à disposition pour engager le dialogue, pour se lancer dans un projet en intelligence artificielle. Il faut engager le dialogue le plus vite possible, ce qui peut aussi amener à peut-être, soit on peut commencer le projet ensemble tout de suite, ou alors peut-être effectivement, il faut cette phase de collecte de données qui va prendre un certain temps et il ne faut pas la négliger, cette durée pour cette étape, et qui permettra après de lancer le projet sous les meilleurs auspices. Merci. Monsieur Roy, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette maturité des données? Ça a l'air d'être une question assez importante. À partir de quand on doit se lancer, quoi. Oui, c'est vraiment un très gros point. Vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que je vais dire? Je pense que c'est bien de parler très tôt avec les spécialistes parce que, je parle d'un exemple concret. Chez nous, en effet, quel type de données sont nécessaires? Ce n'est pas forcément évident tant que vous n'avez pas travaillé sur ces problématiques-là, voire même des fois, on cherche tout de suite la solution directe. Donc, la donnée, le mode traditionnel, c'est quelle est la donnée pertinente, puis on va analyser seulement cette donnée pertinente. Et l'intelligence artificielle et le big data, c'est justement non, c'est d'aller prendre plus de données et puis peut-être on n'a pas la donnée directe, mais à travers beaucoup de données et de l'intelligence, on arrive à tirer une information. Donc je pense de parler avec des experts assez tôt, ça permet de traiter ces problématiques-là. Après, le problème de la donnée, il y a les données que nous, on a sur nos machines et puis les exemples que je vous ai cités, c'est des exemples où on traite rapidement de la donnée pour une réponse très rapide. Après l'exemple, la maintenance prédictive qui a été citée, il faut énormément, beaucoup plus de données, mais là, vous avez plus de temps et puis elle n'est pas forcément traitée en direct sur la machine, donc elle va être traitée sur un cloud avec une autre problématique de gestion de la donnée, soit du type de données, soit de fréquence à laquelle vous voulez la donner. Donc, chaque problématique nécessite quand même de bien réfléchir en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, il n'y a pas de réponse unique, voilà, comme toujours. Oui, merci beaucoup. Une dernière question, vu que le temps passe vite. Une dernière question philosophique. Je vois que là, Joël, tu t'es pas précipité pour y répondre. Ça nous permet de citer Thomas Edison. Donc, ce spectateur nous dit que dans les années 20, il disait que, je cite, l'intelligence artificielle n'est rien comparé à la stupidité naturelle. Voilà, c'est peut-être un bon mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Alors moi, je ferais juste un petit commentaire. Je pense que c'est tout à fait fondé. D'ailleurs, qui oserait contredire Thomas Edison? Et ça a été dit par M. Dumoulin. L'intelligence, c'est une notion qui est compliquée. Là, c'est des algorithmes. Donc, on fait déjà, on définit qu'est-ce qu'on veut faire d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas, selon moi, en tout cas actuellement, une intelligence artificielle, elle fera rien de plus que ce qu'on lui demande de faire. Tandis que l'humain, j'espère qu'il arrive à faire plus, surtout en plus quand il travaille, quand on est plusieurs à se mettre ensemble, hein, quand vous faites un groupe avec des gens avec des compétences, des horizons différents, c'est là qu'il y a la créativité. Pour l'instant, moi, dans mon expérience, je n'ai pas vu de créativité dans l'intelligence artificielle, mais mon expérience est en effet relativement limitée.
Très bien, merci beaucoup pour cette conclusion qui va très bien. Donc, merci à Hugues Vincent et à Joël pour votre présence active aujourd'hui. Je vais juste vous donner encore quelques dernières infos avant de vous quitter. Euh, je vais juste partager mon écran. Voilà, ça prend un peu de temps, désolé. Voilà, je voulais juste vous signaler avant de conclure que la Fondation DIARC vient de lancer un vaste programme d'impulsion pour favoriser la digitalisation au sein de l'industrie, et principalement dans l'industrie des machines. Donc, via ce programme, il vous sera possible d'obtenir des soutiens concrets et des financements pour mettre en place des projets d'intelligence artificielle, mais également de valorisation de données ou même de robotique. Donc, vous trouvez sur l'adresse mentionnée à l'écran des premiers exemples de digitalisation. Vous aurez aussi des témoignages, dont celui de Hugues Vincent Roy, ainsi qu'un formulaire de contact si ça vous intéresse de mettre en place de tels projets dans vos entreprises. Pour conclure, je voulais également vous annoncer la prochaine Vibes qui aura lieu le 25 mai à Sierre, au TechnoArc, si tout va bien. Et si tout va moins bien, de toute façon, il y aura une version digitale. Et là, on parlera de digitalisation dans l'après-Covid. On va faire un retour sur l'InnoVibes qu'on a fait il y a une année pour voir si ce qu'on a dit à cette période-là tient toujours une année après, puisqu'à l'époque, on pensait qu'on serait déjà dehors de cette crise. Voilà, on va également vous envoyer le replay de cette conférence via un lien que vous recevrez cet après-midi par email avec un questionnaire de satisfaction. On s'excuse également pour les petits problèmes techniques qu'on a connus en début de retransmission, mais je crois qu'au final, le contenu y était. Donc, merci à tous de votre fidèle attention et puis on se revoit très prochainement en présentiel, j'espère, pour de prochaines InnoVibes. À bientôt et portez-vous bien. Merci, au revoir.